Scandale et secret de la tour Shalom, l'histoire cachée du premier gratte-ciel de Tel Aviv, c'est tout de suite sur Tandem TV. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver sur Tandem TV pour un tour d'Israël dédié à l'histoire incroyable de la tour Shalom. Située à l'intersection des rues Herzl et Ahad la tour Shalom est un projet qui date du début des années 1960. L'objectif est de faire le premier gratte-ciel de Tel Aviv. Il y a presque 60 ans, c'était une révolution. Aujourd'hui, la tour Shalom, c'est un gratte-ciel comme les autres, même plutôt moins imposant que les autres, et pourtant, les plus anciens se souviennent de l'excitation et de la joie de venir à Tel Aviv et de découvrir cette tour. On a eu plein d'articles de journaux qui racontent les familles qui se sont déplacées de tout le pays, de Eilat à Kiryat Shmona, pour découvrir cette tour et monter au sommet. À une époque où les voyages en avion étaient rares, visiter la Tour Shalom, c'était un peu comme voyager à l'étranger, découvrir un monde hyper moderne parce qu'il y avait dans la Tour Shalom des éléments qu'on ne connaissait pas, qu'on n'avait jamais vus en Israël jusque-là. Au sommet de la Tour Shalom, par beau temps, on pouvait voir à l'est les montagnes de Judée, au nord les collines de Galilée et au sud le désert du Negev. On disait qu'on pouvait voir à 100 kilomètres à la ronde. La réalisation exceptionnelle, c'est le fruit d'un projet fou confié à la société Herzliya Square, issu d'un partenariat entre Hillel Dan et la famille Meir Shalom. La tour, qui officiellement s'appelle la tour Meir Shalom, en fait tout le monde l'appelle la tour Shalom, Meir c'était le prénom du père des frères Shalom. En 1961, un contrat est signé entre la municipalité de Tel Aviv et l'entreprise pour la construction de cette tour et l'aménagement des rues environnantes. Il ne s'agit pas uniquement de la tour, mais également de tout ce qui va être autour. La construction doit être réalisée avec une technique dite suédoise pour éviter les échafaudages. Il faut s'imaginer la quantité de matériaux qui vont être utilisés. On parle de 50 000 mètres cubes de béton, des milliers de tonnes d'acier, 35 kilomètres de conduite d'eau, 500 kilomètres de câblage électrique. Les travaux vont débuter au début de l'année 1962 avec les fondations, avec des parkings souterrains et même de quoi préparer le fait que la tour soit reliée au futur métro de Tel Aviv. On imaginait à cette époque que la ville de Tel Aviv aurait un métro et donc la tour Shalom fait partie des rares bâtiments qui ont été équipés pour leur permettre de se relier à ce futur métro. Il y a même une route à deux voies qui passe en dessous. Moins de 3 ans plus tard, en 1965, c'est un pari réussi, la tour est inaugurée. C'est un événement exceptionnel, que l'inauguration de cette tour. Les journalistes, des hommes politiques de tout le pays viennent fêter ça. Complètement inédit, on a un bâtiment avec un escalator, un escalier mécanique. Alors ça nous fait rire aujourd'hui, mais encore une fois, on se remet dans le contexte de Tel Aviv au début des années 60. On n'est pas dans la Startup Nation, on est dans un pays qui est en voie de développement, en proie à des crises économiques et sécuritaires, un pays qui va rentrer quelque part symboliquement dans la modernité grâce à cette tour. Donc un escalator, les gens venaient simplement pour regarder et prendre cet escalator. Il y a également un grand magasin au rez-de-chaussée, Calbo Shalom, énorme grand magasin, plus 60 magasins qui vont être présents dans la tour, 2000 bureaux sur les étages, 3 parkings d'étages qui vont pouvoir accueillir 1200 voitures. Bref, on est sur vraiment un événement qui marie le moderne et le sensationnel. Il y a un musée de cire également qui va être inauguré, qui va rester jusqu'en 1995 et bien sûr la terrasse avec la vue panoramique dont je vous parlais, c'est 123 mètres de hauteur. Lors de l'inauguration, c'est non seulement la plus haute tour du Moyen-Orient, mais même la plus haute tour d'Asie. Alors d'Asie, ça va rester quelque temps puisque rapidement on aura une tour au Japon qui va la déclasser. Ça va rester plus longtemps la plus haute tour du Moyen-Orient. Information militaire qui a été déclassée, c'est que le toit a été également utilisé par Tsahal avec des antennes pour permettre de communiquer et d'aider les avions à décoller, atterrir, les avions militaires, bien sûr, décoller, atterrir de Ben Gurion. Je vous le disais, plus haut bâtiment d'Asie, plus haut bâtiment du Moyen-Orient jusqu'en 1979 avec l'achèvement du World Trade Center de Dubaï. Ça va rester quand même le plus haut bâtiment d'Israël pendant 34 ans, jusqu'en 1999, puisque bien sûr la tour ronde d'Azrieli va dépasser la tour Shalom.
Aujourd'hui, il y a plus de 30 gratte-ciel qui dépassent la tour Shalom. Il y a eu quelques rénovations il y a une vingtaine d'années. On a gagné quelques mètres et quelques étages. La partie supérieure, la dernière partie, ce sont des résidences privées avec même un toit sur la terrasse. Mais il n'y a pas que des succès derrière la tour Shalom. Il y a quelques secrets, il y a quelques scandales. Tout d'abord, ça devait être un grand succès économique. Ça s'est révélé un gouffre financier. L'État a dû plusieurs fois intervenir, a dû remettre de l'argent dans le projet de la tour Shalom. Parmi les bureaux, de nombreux n'ont jamais été occupés, ont trouvé l'endroit pas fonctionnel ou l'endroit trop cher. Il y a même eu un hôtel qui a fonctionné quelques années, mais qui par manque de succès a dû fermer. Également un scandale, c'est que à cet endroit se tenait le premier lycée de Tel Aviv, le Gymnasia, qui a été construit en 1910, juste après le début de l'histoire de Tel Aviv, inauguré en 1911. Ce lycée, c'était un événement, l'inauguration était un événement national là aussi, parce que c'était le premier lycée de la ville, avec un enseignement en hébreu, avec un rôle dans l'éducation, mais pas seulement, c'était également symbolique. C'était également un lieu de représentation théâtrale, un lieu de concert, un lieu de soirée, et des professeurs, des enfants ont été envoyés du monde entier pour étudier dans ce premier lycée de Tel Aviv. Donc il y a eu ce projet de démolition du lycée quand ils ont voulu faire la tour Shalom. Ça a provoqué beaucoup de colère, d'indignation, des manifestations à l'époque, mais qui sont restées sans succès. Et le projet a bien eu lieu. Les maires de Tel Aviv à l'époque ne s'y étaient pas opposés. Après, ils ont exprimé des regrets, disant que c'était quand même un bâtiment à l'importance historique, avec un style un style éclectique qui aurait valu qu'il soit préservé. La démolition a stimulé un mouvement de préservation urbaine, à tel point d'ailleurs que le gymnasia est devenu le symbole de la Société de préservation des sites du patrimoine israélien en 1984. Alors aujourd'hui, de l'extérieur, encore une fois, la tour Shalom est un gratte-ciel presque comme les autres, mais c'est quand même quelque chose de spécial parce qu'il y a un musée à travers les 2 premiers étages qui raconte toute l'histoire de Tel Aviv. Certaines des expositions ont été déplacées de l'ancien musée d'histoire de Tel Aviv pour les amener à la tour Shalom. Et parmi les expositions, on peut voir des photos rares, des photographies de Shimon Korban qui datent des années 1920 et 1930, une collection de cartes historiques, des maquettes de projets qui ont été construits, de ceux qui ont été planifiés mais non construits, des maquettes de ce qu'on appelle le Petit Tel Aviv, un coin dédié à Patrick Guedes, qui était cet urbaniste anglais qui a fait les plans de Tel Aviv dans les années 20, des photos et tout le projet de Akiva Weiss qui a fondé Tel Aviv, toute une zone également qui est dédiée donc au lycée de Tel Aviv, à ce classement que l'UNESCO a fait de Tel Aviv ville blanche grâce à ces bâtiments construits dans les années 20 et les années 30. Mais également, on a beaucoup de mosaïques. Une très belle mosaïque au rez-de-chaussée, qui est une œuvre de Nahum Gutman qu'il a réalisée en 66, qui mesure 4 mètres de haut sur 8 mètres de long et qui est constitué de plusieurs dizaines de milliers de carreaux de mosaïque qui représentent les différentes phases de Tel Aviv, du vieux Jaffa au Tel Aviv moderne, entendons moderne au milieu des années 60. Cette grande mosaïque, c'est une œuvre fascinante parce qu'elle a un style et à la fois un contenu historique tout à fait particulier. Si on rentre dans le détail, la première partie, la plus à gauche sur fond vert, représente la vieille ville de Jaffa, la ville ancienne. On y voit le port historique et des références au passé biblique avec beaucoup de vert, symbole d'agriculture. On pense bien sûr aux oranges de Jaffa qui étaient célèbres à partir de la deuxième moitié du 19e siècle. Et le port de Jaffa, la porte d'entrée pour les Juifs, pour l'Aliyah. En haut à droite, on peut voir ce croissant qui est un clin d'œil, parce qu'à l'époque, Jaffa, ça faisait partie du pouvoir ottoman. Toute la région était contrôlée par l'Empire ottoman. À côté, deuxième panneau qui va marquer le début de Tel Aviv, 1909, beaucoup de jaune. Le jaune, c'est la couleur du sable, c'est la couleur du soleil. Il y a un sycamore en bas à gauche. On peut voir la ville qui se développe, la maison de Meir Dizengoff sur un cheval blanc. Il était connu pour être sur son cheval. Et bien sûr, le lycée, le gymnasia qui domine la scène. On voit également un arbuste qui est arrosé, qui a une forme de menorah. Le troisième panneau avec beaucoup de rouge représente la période britannique, donc entre 1917 et 48. Alors pourquoi le rouge? Parce que figurez-vous que les soldats britanniques avaient des casques rouges.
On voit une ville qui se développe rapidement. On va rappeler que Tel Aviv, en 1917, c'était quelques milliers de personnes, 200 000 à la fin de la période britannique en 1948. Et il y a également ces trois hommes qu'on voit, qui est une image très symbolique qui représente le développement de la ville. Un de ces hommes est bronzé, pieds nus, et on voit qu'il a une charge de travail importante, il a l'air très sûr de lui. Le deuxième a le teint moins bronzé et travaille un peu moins bien. Et le troisième qui démarre, qui est habillé avec des vêtements d'Europe de l'Est, à cet homme avec des lunettes qui est encore pâle et qui représente donc l'arrivée du dernier juif qui vient de faire son alia et qui veut participer. Le quatrième et dernier panneau qui représente la ville moderne de Tel Aviv. On voit à Yarkon, on voit le port de Tel Aviv qui venait d'être construit, on voit l'aéroport, le début de ces gratte-ciel, avec toujours cette image du lycée et ce personnage qui recouvre et qui protège la ville. Les proportions ne sont pas vraiment respectées, on a des couleurs vives, des dominances de bleu, des terres chaudes, ça crée un ensemble très chaleureux et voilà, on a vraiment un sentiment tout particulier en voyant cette œuvre de Gutmann parce qu'on a l'impression de vivre les différentes phases de Tel Aviv. Juste en face, on a une autre mosaïque de David Shrir qui fait 80 mètres carrés, dans un style plus abstrait et qui représente là aussi Jaffa et Tel Aviv, mais avec des scènes moins historiques, c'est moins linéaire. On a plein de représentations autour de la nature, autour de la culture, autour de l'urbanisme. On devine Jonas et la baleine, on voit la tour de l'horloge de Jaffa, on voit des maisons dans des styles arabisants, on voit plein de travaux, on voit des échafaudages, on voit une famille qui fait un kidouche. Voilà, il y a plein d'images comme ça, c'est moins ordonné, c'est moins linéaire que celle de Gutmann, mais c'est également une belle image et bien sûr, on retrouve Akiva Weiss, devant sa maison avec sa montre parce que c'est, le personnage qui est à l'origine de l'histoire de Tel Aviv. 2 très belles mosaïques qui sont au rez-de-chaussée. Juste à côté, on a un lampadaire au kérosène, lampadaire qui date de 1909, qui a été mis en place lors de la fondation de la ville et des maquettes. La Tour Shalom, c'est vraiment un lieu magnifique à découvrir. C'est un musée gratuit pour découvrir l'histoire de